Bonsoir à tous. Pour terminer cette journée de croyance aussi, alors il y aura, je pense, d'autres vidéos. Ça sera pas la dernière, mais je pense que c'est la dernière de la journée. Hein, on est le dimanche 27, peut-être, avril 2025. Si je me trompe pas. Donc, je souhaite dire un mot sur les femmes victimes de violences conjugales. C'est un sujet à aborder extrêmement complexe. On part du postulat que la personne qui reçoit les coups est toujours la victime. Alors, est toujours la victime des coups, mais pas forcément de la violence psychologique. Il faut, puisque ça n'a pas été dissocié, il va falloir dissocier la violence psychologique et la violence physique. Malheureusement, on est arrivé à un tel niveau de perversité, je pense, dans notre société, qui fait que, il y a malheureusement des personnes qui sont faibles aussi psychologiquement, et qui, pour se défendre, n'arrivent qu'à mettre des coups, parce qu'ils ne comprennent pas le système psychologique de la personne qu'ils ont en face. Mais ils ressentent un mal qui leur arrive, de fait ils répondent par la violence physique. C'est grave ce que je dis, pour autant c'est une réalité psychologique de la nature humaine. On l'a observé plusieurs fois chez les enfants, ça se remarque au plus jeune âge chez les enfants, des enfants qui répondent par la violence quand ils ne savent pas réagir face à quelque chose qui leur fait mal, qui les violente, donc ils réagissent par la violence. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour un enfant de réagir contre de la violence peut-être psychologique. Il y a les points, c'est-à-dire l'enfant qui tape le parent, qui met une gifle ou qui, vous savez, qui tape comme ça. Voilà. Et sinon, il y a les pleurs. On ressent que l'enfant reçoit du mal et il pleure. Ou il y a le silence. On attend que ça se passe. Et on endure notre souffrance en silence. Quand on est face à des profils psychologiques parentaux particuliers, ça peut être très compliqué de se positionner en tant que personnalité individuelle. Ça commence dès le plus jeune âge, on est tous d'accord sur ce postulat-là. En termes de psychologie, je pense que là, je ne pense pas qu'on puisse remettre en question cette théorie-là. Donc ça se joue dès le plus jeune âge. D'accord ? Et selon ce qui a été travaillé en amont par le parent, il peut y avoir des perversions éducatives parentales qui se jouent de manière insidieuse alors qu'on est enfant. Je répète, des perversités éducatives parentales qui sont de la teneur de la violence psychologique. Et donc l'enfant n'a pas vraiment d'autre choix que ou d'endurer en silence et de patienter d'être adulte, ou du moins au moins adolescent, ou de taper l'adulte au risque de se faire taper en retour, ça dépend qui on a en face, ou, comme je vous disais, pleurer.
Mais généralement, l'enfant pleure que quand on lui crie dessus, quand on hausse la voix ou quand on le violente physiquement. Même un peu, hein. Il pleure. C'est une réaction à la douleur, au fait qu'on refuse, hein, sa manière d'être. On refuse ce que l'enfant nous propose. C'est l'acte d'éducation que de dire ça, je refuse ce que tu m'apportes de toi en tant qu'enfant, parce que moi je connais le monde et je sais ce qui va être bon pour toi et ce qui est bon pour ta survie. Donc je te formate, hein, en tant que parent, mais je t'éduque, c'est-à-dire je t'accompagne à être, hein, ça veut dire ça, educare, hein, je t'accompagne à être tel un compagnon, parent, qui t'éduque comme tuteur pour te tenir droit dans la société, mais aussi vis-à-vis de tes proches et de toi-même. Et de toi-même. Pas qu'envers les autres, la droiture envers soi-même aussi, elle est importante celle-là. Pour s'éduquer aux besoins de l'âme. Bon, je ne vais pas revenir sur le sujet de l'âme. Donc, quand on rencontre des personnes dans sa vie, selon l'éducation ou l'expérience, je ne vais pas parler d'éducation, je vais parler d'expérience éducative qu'on a connue, qu'on a rencontrée sur notre incarnation de vie. Je m'incarne dans une famille, je m'incarne dans une vie, je m'incarne dans une tradition familiale avec des mentalités, des coutumes, des traditions, des vœux, des souhaits parentaux aussi. Et tout cela est mon expérience d'une forme d'éducation sur Terre. D'une forme d'éducation sur Terre. Mon voisin a reçu une forme d'éducation. Moi, j'ai reçu une forme d'éducation. D'anciennes connaissances ont reçu des formes d'éducation. Et elles sont globalement peut-être similaires ou pas. Peut-être qu'il y a de grosses nuances ou de petites nuances. Je ne sais pas. Ça peut être caché. Ça peut être tabou. Ou ça peut être dit et raconté aussi, partagé. Donc, chacun, nous avons vécu une expérience éducative lors de cette incarnation de vie que vous vivez à l'instant présent ou vous m'écoutez par exemple en vidéo. Cette expérience éducative vous conditionne d'une certaine façon. Alors, oui, je peux parler de programme. On se programme, on a un cerveau. J'avais écrit un petit article là-dessus aussi. Comme notre cerveau est comme un disque dur d'ordinateur, et donc il intègre des programmes tout au long du fil de son expérience d'incarner sur Terre. Et donc il y a des programmes qu'il a reçus de la mère, des programmes qu'il a reçus du père, des programmes qu'il a reçus des frères, des sœurs potentiellement, des cousins, des cousines, des oncles, des oncles, des tantes, de l'école, des instituteurs, des professeurs, etc., des élèves, de ses camarades, etc. Et il a digéré tout ça. Il a digéré. Et bien, selon comment est le tuteur, selon comment on s'est rattrapé ou pas, selon s'il a reçu assez d'eau ou pas, au moment où il en avait besoin, au moment où peut-être il en avait la demande, et bien cela va formater ses programmes, les finaliser, et il va après lui-même se les actualiser. Donc, selon ce qu'on a reçu, mélangé, adapté, fait mixture de ce qu'on a reçu, eh ben il en sort une expérience, il en sort une histoire. Il en sort des besoins. Il en sort aussi du futur, parce que
ça crée des désirs, hein, de cette expérience-là crée des désirs pour le futur. C'est-à-dire, j'ai reçu ça, je voudrais ça plus tard. Et selon l'histoire, effectivement, qu'on a conclue, qu'on se raconte, parce qu'alors, c'est toujours étonnant de voir, souvent on se rend compte qu'avec les parents, on n'a pas vécu les choses de la même manière. Pourtant, on a vécu le même moment. Vous savez, ce côté où, attends, mais tu te souviens qu'il est arrivé ça? Et tu te souviens qu'à ce moment-là, il y a truc qui a dit ça, truc machin qui est venu, etc. Ah oui, mais attends, la raison, tu sais pas du tout laquelle c'était. Toi, t'étais petit, tu t'en rends pas compte. Hein? Combien de fois on a eu ce genre de discours? Parce que chacun a vécu son expérience. C'est pas parce qu'on était petit que l'expérience est fausse. C'est que, enfant, j'ai reçu cette expérience, donc ça veut pas dire qu'elle est fausse. Ça veut dire qu'elle est vraie de mon rôle, de mon niveau, de mon observation. Mais il faut que je tienne compte de l'observation qui va m'être racontée. De l'expérience vécue qui va me faire un retour sur ce que moi j'ai vécu, qui va me donner plus de grandeur dans mon mode d'analyse de la situation et des conclusions que j'ai pu tirer. J'espère que vous arrivez à me suivre. Hein. Donc, selon l'histoire qu'on se raconte, selon l'histoire qu'on a conclue, d'accord, eh ben on va pas forcément agir de la même manière que d'autres personnes qui ont eu une expérience à peu près similaire que nous, mais qui n'en ont pas conclu forcément les mêmes choses et qui n'ont pas décidé d'agir de la même manière, ni même d'avoir les mêmes souhaits. Puisque chaque expérience est vécue de manière unique. Parce que nous sommes uniques. Et qu'il est toujours très compliqué, et c'est en ça où ça a mis beaucoup de temps aussi le choix de Dieu de faire du mal à ses créatures, parce que chaque créature était unique, et qu'il voulait les sauver, à condition que ces créatures ne fassent pas du mal à d'autres créatures. Et oui. Lui ne s'autorisait pas à faire du mal à ses créatures. Pourquoi de ces créatures s'autorisent à faire du mal à d'autres créatures? Parce qu'ils ont voulu dépasser l'ordre de Dieu. Donc il a fallu trouver l'enfer et le mettre en place. Bon, je ne vais pas parler plus de longtemps de ça. Je voudrais revenir sur le cas des femmes maltraitées dans des relations conjugales, hein, puisqu'il est de ça dont il est question, et que globalement, beaucoup de femmes jouent peut-être là-dessus dans notre société pour faire du mal à la nature masculine. Je parle de nature masculine parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a un combat entre les hommes et les femmes. Ce dont je suis très surprise d'ailleurs, hein, mais j'ai l'impression que ça datait depuis tellement longtemps, et moi je m'en étais rendu compte déjà il y a tellement longtemps, que quand je vois qu'il y avait autant de femmes contre moi, je me dis, elles le savaient depuis longtemps que j'allais défendre la cause des hommes, moi. Ça fait longtemps que j'ai payé le prix pour ça, déjà en Inde, à l'époque. Et c'était il y a des siècles de ça. Donc, j'ai toujours été juste dans mon mode d'analyse et je trouve que beaucoup de personnes ne le sont pas. Si vous avez envie de vous moquer de la nature masculine, si vous n'en avez pas envie sexuellement, ou si vous voulez les voir disparaître parce qu'un monde sans hommes, pour beaucoup, vous trouverez que ça vous faciliterait la vie. Ce que j'ai envie de dire... Hein, parce qu'il y a cette idée qu'un monde sans hommes, hein, ça serait beaucoup mieux, que c'est eux qui prennent toute la place, que c'est eux qui prennent tous nos droits, que je devrais être la première à le dénoncer, hein, puisque les hommes ont fait passer soi-disant des hommes avant moi, puisqu'ils laissaient la part belle à leurs femmes avant moi.
Mais elle est là la vérité, c'est qu'ils laissaient la part belle à leurs femmes avant moi, pas pour eux-mêmes. Je suis désolée de vous décevoir. Il y en a beaucoup qui se sont sacrifiés, vraiment, et qui ont tout donné à leurs femmes. Et que c'était pour leur laisser la part belle à elles que j'ai été malmenée, maltraitée comme je l'ai été. Vous savez, quand on est au cœur de la problématique, on sait très bien qui sont nos bourreaux. Et en dernière instance, c'était pas les hommes, mes bourreaux. Même si c'est à eux qu'on demandait de me faire du mal. Et puis il y en a qui ne l'ont pas fait, hein, qui m'ont fait fuir, ou qui m'ont caché dans des cachots aussi, parce qu'elles me cherchaient à chaque incarnation, elles me recherchaient. Quel est cet acharnement féminin envers moi, femme? Parce que je ne me suis pas prêtée à vos règles, parce que je les ai dénoncées, parce que je n'ai pas pris part à la sorcellerie, parce que je n'ai pas pris part au mensonge que les hommes sont tous des bourreaux et des méchantes personnes, parce que je n'ai pas pris part aux attouchements des enfants. Voilà pourquoi vous m'en avez voulu, voilà pourquoi vous m'avez traqué. D'incarnation en incarnation, je m'en souviens, ne vous inquiétez pas. Et que j'ai aidé les hommes parce que je n'avais pas d'autre choix que de laisser la place aux hommes, et que en leur laissant mes découvertes, en leur léguant mes découvertes de femmes intelligentes, ça permettait à ce qu'il y ait un putain d'espoir que j'ai ma place et que j'ai les découvertes et donc la gloire qui est donc légitime de me revenir. Ce que, pour beaucoup d'entre elles, ne supportaient pas. Que je puisse être forte, que je puisse être glorieuse, que je puisse être intelligente, mais que je me sépare d'elles sur beaucoup de principes et d'idées de société. Donc c'était un acte, quelque part, de près, d'une future, vraie solidarité et retour d'investissement en termes d'efforts. Parce que c'est eux qui me rendent ma mémoire. Et c'est eux qui me rappellent ce que j'ai fait pour l'humanité et pour les gens en général. Le cas d'une violence conjugale, son issue dépend de la manière dont l'histoire est racontée. Comme pour les faits historiques. Et la vérité ne sortira que si la vérité est dite. Que si la vérité est dite. Donc si il y a une forme de torture psychologique sur l'une ou l'autre des parties, et que on a repéré potentiellement, je parle d'une autre théorie parce qu'on connaît celle de base. Voilà, la victime est celle qui reçoit les coups. Mais si on sépare que peut-être la personne qui met les coups n'est pas violente psychologiquement envers la personne qui reçoit les coups. Elle est violente physiquement envers la personne qui reçoit les coups, c'est un fait. Mais
Est-ce qu'il y a une violence psychologique qui est faite de manière insidieuse, de manière à manipuler l'esprit de la personne parce que l'autre partenaire a repéré une faille et une faiblesse dans l'attention psychologique et dans l'observation psychologique du profil de la personne et qui va chercher à le mettre en défaut en termes social, et là je vais loin, à le mettre en défaut en termes social, de manière à ce qu'on en arrive à la situation où il met des coups. Alors, c'est un profil psychologique là que je suis en train de vous faire, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tous les cas observés. Ça peut être complètement de l'ordre de l'exception. Voilà, ça peut être complètement de l'ordre de l'exception. Et il faut en tenir compte de cette exception. L'exception, je déteste toujours ce truc où on dit l'exception confirme la règle. La règle, c'est le général, l'exception, c'est l'exceptionnel. Point barre. Donc avec ces genres de litanies, de jeux de langue française, ça nous a fatigués aussi. Alors, il peut y avoir de la manipulation sociale pour se sortir aussi d'une situation de couple ou de mariage où on souhaite se séparer, mais que le divorce étant tabou dans beaucoup de sociétés, beaucoup de communautés religieuses, comme le divorce étant tabou, on trouve une espèce de solution où, bâtarde, la solution, il faut dire ce qui est, voilà, où on se dit, attends, je vais faire un scénario, puis, voilà, je vais t'accuser de me taper, comme ça on est séparés de corps, toi tu trouves un appartement, moi je garde l'appartement, et pour la communauté, c'est plus acceptable que tu me tapes dessus parce que les gens ne bougent pas, en général, ils se mêlent pas, que si on divorce, là, si on divorce, tout le monde se mêle. Tout le monde prend le moyen de discuter avec le couple, et ça critique, et ça fait bande à part, etc. Alors que, si c'est de la bagarre, entre guillemets, c'est-à-dire je vais porter plainte, il y a une mesure d'éloignement, on est séparés, t'as le mauvais rôle, mais je perds pas mes copines, j'ai un soutien. Je perds pas mes copines, j'ai un soutien, et mes potes, de toute façon, ils vont pas me lâcher parce qu'ils savent qu'une femme, il y a ce fameux postulat qu'une femme c'est chiant. Donc voilà, elle l'a mérité, voilà. Vous voyez ou pas? À cause du tabou du divorce. Et qu'il y a des gens aussi qui s'organisent. Donc, j'ai envie de dire, les commissariats, ils sont pas non plus là que pour ça. Pour gérer le genre de problème social à vita aeternam, les problèmes sociaux à vita aeternam. À un moment donné, des plaintes parce que on n'arrive pas à divorcer, ça va pas. Ou parce qu'on n'assume pas de divorcer devant les gens, au lieu de faire changer les mentalités. Parce qu'une femme divorcée ci, parce qu'un homme divorcé ça fait toujours des complications, etc. J'ai envie de dire, pourquoi on n'apprend pas aux gens à mieux trouver son futur partenaire et donc à prendre le temps? Bon. Premier exemple, séparer la violence psychologique de la violence physique. Parfois, elle est liée. L'homme est violent psychologiquement et physiquement sur la femme. Ou alors, il y a une violence physique et il y a une torture séparée de personne à personne. Mentale. Torture mentale. Insidieuse. De culpabilisation. Et l'autre n'arrive pas à mettre les mots sur le truc. Il sait qu'il y a un pet au casse chez sa femme. Ou des fois chez son mari, parce qu'il y a des femmes qui lèvent la main sur le mari.
Faut en parler aussi de ça parce que c'est tabou. Des hommes qui se font casser la gueule, on n'en entend pas beaucoup parler, mais moi j'en ai entendu parler un peu plus récemment. Des femmes qui s'organisent pour maltraiter les mecs, et les traîner comme des chiennes par terre, et s'en vanter. Ah ouais, j'ai eu vent, ouais. Et moi, j'en serais pas fière si j'étais une femme. Je vous le dis, je me vanterais pas d'être un bourreau. En tant que femme, je me manquerais pas d'être un bourreau, parce que les mecs bourreaux, ils savent travailler. Les femmes, non. Voilà. Elles savent pas travailler, c'est des hystéros. J'en ai fait de la mère expérience, hein, rassurez-vous. Je sais de quoi je parle, du coup. Ça va, vous toutes? Bien, les bourreaux? Donc ça s'organise, hein. Ça s'entraîne à se cracher dessus, à se taper, à se faire du mal. Et ça se dit être des femmes. Mais jamais j'ai appris à faire ça. Jamais. Vous m'entendez? Que ce soit envers les femmes, ou envers les hommes, ou envers les enfants. Jamais j'ai levé la main sur quelqu'un, vous m'entendez? À part dans les zones de combat, point barre. Et c'est ça la maîtrise. Et c'est ça le grand art du combat. Donc il y a des hommes qui se font taper dessus. Voilà. Donc j'aimerais bien y voir aussi porter plainte, tiens. C'est pas une faiblesse, je vous l'annonce. Portez vos couilles. Hein? Parce qu'il y en a, elles en abusent. De la honte qu'un homme, il peut être faible devant une femme. Eh ben non. On est faible devant personne. Et on utilise tous les outils qu'il y a dans notre société pour faire face. Il y a beaucoup de tabous, hein. Voilà. Donc là, on sépare la violence psychologique et la violence physique. On parle aussi de tabous sociaux, comme le divorce, qui faciliterait quand même tout le monde plutôt que des histoires rocambolesques, alors qu'on croit le mec, mais le mec il est gentil, je comprends pas ce qu'il y arrive et tout. Alors qu'en fait, ils veulent juste se séparer, divorcer, qu'ils savent pas comment faire vis-à-vis de la communauté, parce que la communauté, elle se mêle de tout, parce qu'elle est jugeante, parce que si, parce que là, parce que c'est un échec, alors que tout le monde s'imaginait ce mariage parfait, etc. Et que finalement l'autre, elle est homosexuelle, puis que peut-être le mec aussi, voilà, bon. Parce qu'il y a un gros tabou aussi d'homosexualité. Donc ça complique. Et puis alors, il y a des gens aussi qui sont homosexuels, qui peuvent pas l'assumer. Il y a des gens aussi qui ont une violence, qui aiment la violence physique et que aimer, c'est faire mal parce qu'ils ont été frappés par leurs parents et qu'ils ont aimé leurs parents malgré le fait qu'ils ont été tapés et qu'ils ont assimilé malgré eux, hein, par force, que l'amour était relié à la violence. Donc ils sont amoureux de leur femme, mais ils les fracassent. Donc, il y a une petite éducation à revoir, une petite prise en charge très sérieuse à faire avec ce type de profil-là, vous voyez. Non, mais il y a du boulot dans notre société. Mais moi, je croyais que les gens étaient passionnés pour faire du bon boulot, en fait, dans notre vie. Mais en fait, non. C'est dur de faire du bon boulot. C'est fatigant de faire du bon boulot. Par contre, créer des préjugés et des rumeurs, ça va très vite. C'est pas fatigant, il suffit d'aller au café et faire taffer l'esclavage, les esclaves. Non ? C'est horrible ce que j'ai observé durant mon parcours, là. Voilà. J'en ai chialé. J'en suis meurtrie, voilà, vous voulez dire, je suis meurtrie de tout ce que j'ai observé, putain. Des gens soi-disant de famille. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait? Y a pas de famille. C'était des tuteurs, voilà. C'était de l'entourage, des connaissances, des manipulateurs, des manipulatrices, ce que vous voulez. Hein? Des joueurs, des challengers, ouais. Voilà. Mais apprenez à l'être vous-même, vous verrez que le boulot est beaucoup plus compliqué. Hein? Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi sur ce sujet des femmes maltraitées ?
ça serait bien que y ait quelque chose qui roule aussi au niveau de la justice. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes de faits où des gens étaient maltraités, effectivement, puis il n'y a rien qui est fait. Donc, à part une mesure d'éloignement, où les mesures d'éloignement, on n'est pas surveillé, donc on peut quand même se voir, en fait. Et que si, les gens veulent se voir, ils vont se voir. Hein. Si la personne, elle veut continuer d'harceler et faire une violence psychologique sur la personne qui se sent démunie face à un profil lourd, hein, qui est un harceleur, hein, qui veut cette personne-là à taper. C'est-à-dire, il y a des gens aussi, hein, profil comme ça, ils sont en couple avec une personne, ils la visent et ils veulent qu'elle a tapé. Tu vas lui proposer d'autres nanas, il va dire non, c'est elle, je veux taper. Vous voyez ou pas? Je rigole. Pardon. Franchement, pardon, mais je suis fatiguée. Voilà, j'ai besoin de rigoler aussi, de décompresser parce que je suis fatiguée. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Donc, dans le cas comme ça, il suffit normalement d'un putain d'appel de la personne qui est en situation de détresse pour qu'il y ait une intervention policière. Voilà. Donc, voilà. Il y a des choses, elles sont prévues, pas prévues, on ne sait pas, on appelle, personne qui vient. Pourquoi il n'y a pas une patrouille qui passe? Pourquoi il y a des zones qui sont complètement délaissées? Ou alors, ça passe mal aussi, ça, parce que, moi j'ai eu beaucoup de témoignages en ce sens aussi, j'en ai reçu. Et avant même ce parcours-là. Hein, c'est-à-dire, on appelle, puis ils sont pas venus, ils sont pas déplacés. C'est-à-dire, il y a peut-être un manque d'effectifs. Ouais, il y a peut-être... Mais j'ai envie de dire, le propre, c'est quand même... On s'engage dans un truc, c'est-à-dire, on aime avoir qu'il y ait des missions. C'est bien aussi, les missions. Voilà. Et que n'importe quelle mission peut être intéressante. Bon. Donc, on a eu l'impression que ça faisait du cas par cas sur le type de mission. C'est ce que ça nous a renvoyé quand souvent on a dû appeler la police ou la gendarmerie en disant pourquoi ça n'a pas bougé alors que j'ai prévenu. Et ça, les Français, ils en ont été un peu fatigués, je pense. Ils se sont sentis démunis. Donc, est-ce qu'il y a des ordres, des contre-ordres? Est-ce qu'il faut une autorisation? Je ne suis pas au fait de tous les protocoles, toutes les procédures. Donc, une autorisation supérieure pour partir en vadrouille. À un moment donné, c'est un service public. Mais moi, je veux bien qu'on fasse du service public. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a fait de privé dans ce qu'on donnait pour le service public? Vous voyez ou pas la question? La question, elle est gratuite. Il suffit d'avoir un cerveau, tu vas te la poser. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qu'on donnait pour le service public pour le privé? Et c'est là où il y a eu un problème de détournement de fonds, etc. Sur plein d'histoires qui sont sorties au fil de notre histoire. Et que de fait, il y a des associations qui ont été créées pour recevoir du public, que ce soit des enfants maltraités qui étaient vraiment maltraités, que ce soit des femmes maltraitées qui étaient vraiment maltraitées, où il n'y a pas de moyens. Et que là, on rentre sur des personnes d'éducation, éducateurs, partenaires sociaux, etc., qui se sont démenés et se sont retrouvés à devoir faire de la politique pour pouvoir avoir du budget et du maintien de budget, alors que c'était une politique publique volontaire depuis au moins les années 60. Et les gens, ils sont fatigués. Dans les partenaires sociaux, je ne sais pas combien il y en a, ils ont tenu et ils ont l'impression de pisser dans le vent. Parce qu'ils sont obligés de faire de la politique, de faire des lèches, de faire des courbettes pour avoir du putain de budget qui se réduit. J'ai travaillé dans les services sociaux, je peux vous dire, ça se réduit.
Donc, où on fait une vraie politique, où on règle les problèmes, et généralement, ça coûte pas si cher que ça. Où on fait croire que ça coûte très cher et on fait des gros chiffres avec enveloppe, mais qu'en fait, le budget, il n'est pas sûr chaque année. Parce que c'est ça aussi le problème dans les associations, c'est qu'il faut refaire tous les ans la raison de l'existence de l'association, vous voyez. Parce que les gens qui ont ouvert aussi des associations et qui ont fait en fait des fondations et des trous percés pour tout l'argent public, donc ça va pas. Parce qu'il y a de vraies victimes aussi. Il y a des vrais besoins, il y a des vraies nécessités d'accueil. Quand on accueille des jeunes, notamment, ou des gens qui ont été touchés par la vie, c'est-à-dire qui n'ont pas été protégés parce que le système est défaillant depuis trop longtemps, et qui n'ont pas été en sécurité, et qui ont eu leur programme, dont ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur programme éducatif qu'ils ont reçu. Ça, c'est aussi l'intelligence française de réfléchir comme ça, mais pas que. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens, ils font aussi bien ailleurs, sur plein de points. Et que nous, on est en faillite, en fait, de ce système-là. Et qu'on ne peut pas continuer de tenir sur des principes qui datent du XVIIIe siècle, ou qui datent depuis les années 50-60, pour faire croire aux gens que les choses ne changent pas, mais qu'en réalité, dans les faits, ça change. Donc, où on souhaite qu'il n'y ait pas de violence dans les familles, et donc, on aide vraiment la société à se transformer en profondeur, en changement profond, ou alors, on continue à faire du pansement. Voilà, on met des pansements, comme ça, qui coûtent une blinde, et on fait que penser. P-A-N-S-E-R. Du pansement. Quand on s'est blessé. Parce que ça, c'est des trous, des fonds perdus. De faire comme ça. Sans réflexion profonde à chaque... Voilà. Donc, saisissez-vous des changements pour faire de la reprise à zéro, refaire le point, refaire du bilan. Mais pas que du bilan analytique des résultats. Du bilan sur l'organisation, sur ce qui est fait. Pour quel but, pour quel objectif, quel projet. On accueille des jeunes mineurs, on n'a pas de projet à leur proposer. Alors, de projet, c'est-à-dire de vision de soi. Et que c'est compliqué dans les foyers de mineurs. Ça fait du bien de pouvoir partir en vacances et de passer des moments en commun gratifiants et chaleureux, de sortir du quotidien. Voilà. Et donc les gens ont perdu au fil du temps les droits aux vacances, de pouvoir partir. Les comment ça s'appelle? C'est parti en live aussi, les accueils en journée, les centres aérés. Tout ce système-là qui aidait de toute façon à faire garder les gosses. Mais moi, j'ai l'impression que les gens ont des gosses et que le système de gardiennage des gosses est en danger parce qu'il y a des personnes pas responsables, pas viables en termes de sécurité, pas fiables pour les gosses. Et donc, les gens ont de moins en moins confiance pour laisser aussi des gens s'occuper de leurs enfants à l'extérieur. On a arrivé à un grave problème de confiance entre nous, franchement, dans ce pays, c'est hallucinant. Je sais pas si c'est international, mais moi je parle de ce pays. On n'arrive pas à se faire confiance entre professionnels ou entre adultes. C'est grave. Ou jeunes adultes, etc. C'est ouf. Vraiment, c'est fou.
Donc voilà. Pour finir, hein, pour clôturer, donc manque de moyens, c'est sûr, mais ça sert à rien de faire des grosses enveloppes. Il faut reprendre, il faut reprendre le système d'accueil, il faut écouter les propositions des gens qui ont travaillé, ceux qui marchent pas, etc. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.